Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Banon, qui est cofondateur d'Immobilier Capital, une société qui livre des solutions clés en main pour investir dans l'immobilier ancien à rénover. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier, c'est comment transformer son épargne en investissement à impact grâce à l'immobilier ancien avec rénovation. Alors Jérémy Banon, bonjour. Bonjour Olivier, merci de m'accueillir dans ton podcast. Le plaisir est pour moi. Je te suis beaucoup sur LinkedIn, j'apprécie beaucoup tes publications et tes posts et tu as beaucoup de followers, donc je dois pas être le seul. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que tu fais et ta société, hein, ton activité, ce qui te fait te lever le matin avec du bonheur? Tout à fait, alors comme tu l'as dit, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Immobilier Capital, qui propose une solution clé en main pour investir dans l'ancien. Alors pour résumer rapidement, on conseille des particuliers via des conseillers en gestion de patrimoine, on passe généralement par eux, pour investir dans l'immobilier ancien. Donc, et là, on s'occupe de tout, c'est-à-dire on propose un projet, on fait le business plan, on gère les travaux de rénovation et on fait la première mise en location. Ce qui fait que quand on livre le projet, c'est meubler, louer, rénover, décorer, etc. Et avec un actif qui produit du rendement. D'accord, vous n'avez pas directement le particulier qui veut placer son épargne en direct en interlocuteur, mais c'est via son conseiller en gestion de patrimoine que vous apportez vos services. Tout à fait, alors, en très grande majorité. Après, il y a toujours des clients qui viennent justement nous voir en direct par message, donc là effectivement on les traite, mais en très grande majorité aujourd'hui, on ne fait pas pub à destination des particuliers en tout cas. D'accord. Pourquoi choisir d'investir dans l'ancien avec rénovation? Quel sens je donne à mon épargne quand je fais ce choix? L'immobilier aujourd'hui, alors on l'oublie souvent, mais c'est un enjeu social. Tout le monde a besoin d'avoir un toit sur la tête. C'est un peu la particularité de l'immobilier, contrairement à d'autres classes d'investissement qui peuvent être intéressantes aussi. Mais l'immobilier a ce côté social qui fait que, en tant que locataire, on doit avoir un toit sur la tête. En tant que propriétaire également. En tant qu'investisseur, on doit avoir un actif qui produit du rendement tout en ayant un côté social puisque c'est une relation humaine derrière. Propriétaire, que ce soit propriétaire, bailleur, locataire, on a une relation d'humain à humain. On discute et avec tout ce côté social. Donc ça, c'est la première chose. Et pourquoi investir? Parce que l'immobilier, c'est un actif tangible aujourd'hui qui est l'un des préférés des Français, clairement. Et du coup, ça permet de créer aussi de la valeur, notamment, on va en discuter, mais par la rénovation énergétique du parc immobilier qui aujourd'hui arrive à vitesse grand V, notamment grâce à cause de nouvelles lois du gouvernement. D'accord, donc comme on dit, c'est un investissement à impact, mot très à la mode pour les sociétés. Donc c'est quelque chose de très réel et concret puisque on contribue à améliorer le logement donc pour des êtres humains, clairement, et aussi pour le reste de la société avec l'amélioration de la diminution des émissions, la diminution de la consommation énergétique. Donc on participe à la transition énergétique de la société. Tout à fait. Il y a tout ce pan-là, effectivement, que on participe, grâce à son épargne, à la transition énergétique, qui est vraiment le chantier du 21e siècle dans l'immobilier. Oui, clairement. Et du coup, ça nous amène un peu à parler politique. Alors justement, quel est ton avis, toi, en tant que professionnel de l'immobilier? Quel est ton avis sur la dynamique de la politique actuelle dans l'ancien? C'est compliqué, je vais pas le cacher. Alors en fait, il y a deux visions qui s'opposent, on va dire. Une vision où clairement on va dans le bon sens, faut l'avouer, puisque comme je l'ai dit, l'immobilier, c'est vraiment, la rénovation énergétique dans l'immobilier, c'est vraiment le chantier du 21e siècle et il y a un besoin de rénover le parc immobilier de manière énergétique. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est le deuxième, je crois que c'est le deuxième secteur en termes d'émissions de CO2. Donc il y a vraiment un besoin là-dessus et les lois qui ont été promulguées
impose une rénovation énergétique à grands pas, justement de manière très accélérée. Alors ça, c'est la première vision. La deuxième vision qui s'oppose, c'est justement que c'est peut-être trop accéléré, puisqu'on a des dates, notamment pour l'interdiction de location, puisqu'on va de 2024 à 2034 pour rénover une grosse partie du parc immobilier, notamment via la DPE, qu'on en parlera un peu plus tard, mais qui vont de G à E pour les rénover. Après, il y a aussi l'enjeu, effectivement, des politiques des mairies, qui vont des fois en contradiction avec les politiques du gouvernement. Alors, je m'explique, quand on arrive sur un bâtiment en cœur de ville, en centre-ville, il y a besoin de faire des rénovations énergétiques. Donc, même si tout le monde est d'accord, des fois, les mairies bloquent tout simplement parce que c'est des immeubles historiques. On a besoin de faire ce qu'on appelle des isolations par l'extérieur. Donc, de besoin de toucher à la façade du bâtiment, ce que les mairies n'aiment pas trop. Parce que pour préserver le patrimoine, ce qui est tout à fait normal, ce qui est dans leur mission. Donc, en fait, on arrive avec des contradictions où on a un besoin de rénover, on ne peut pas tout à fait bien le faire, donc on arrive un peu à un entre-deux. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de réaménager le DPE, de réaménager certaines lois justement pour les adapter, notamment au centre-ville historique. Après, là, c'est un débat. Je ne sais pas s'il aura lieu pendant ce quinquennat ou un autre, mais justement, c'est des choses que va falloir gérer, en tout cas d'ici 2034. D'accord. D'un côté, on a une politique nationale donc qui nous pousse à augmenter de 2 niveaux de DPE, si je comprends bien, le DPE, diagnostic performance énergétique, pour ceux qui savent pas, donc de monter de 2 niveaux avec des dates très serrées. Donc en gros c'est pour demain. Et de l'autre côté, effectivement, on a des bâtiments historiques dans les centres-villes anciens sur lesquels c'est très compliqué de faire des travaux sans impacter la beauté des bâtiments. C'est ça. Et puis aussi, tu as le côté un petit peu où là, tout est fléché vers le propriétaire bailleur, puisqu'il faut savoir que sa résidence principale, on n'est pas impacté. On peut pas interdire de location sa résidence principale et on va pas te jeter dehors, hein, clairement. Donc en fait, tout l'effort financier est orienté vers le propriétaire bailleur. Ce qui pose un certain problème, puisque en fait, tous les propriétaires bailleurs ne sont pas rentiers, ne sont pas riches. Et ce qui fait que là, on arrive à 2 solutions. Soit on vend avec une décote, soit on prend un autre crédit pour faire des travaux. Mais en tout cas, ça génère des problèmes d'argent, en fait, si tu veux. Et on a besoin que de flécher l'argent sur la rénovation énergétique. Mais tout seul, les propriétaires bailleurs, ça va être difficile pour eux de tout assumer d'ici 2034, clairement. D'accord, donc c'est vraiment c'est la date, c'est la durée qui est vraiment trop courte pour transformer finalement le parc immobilier, selon toi. Toi qui es quelqu'un de terrain, tu peux constater ça. Ah de toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait assez d'entreprises travaux, même en France, pour pouvoir rénover tout ce qu'il y a à rénover, c'est-à-dire tous les DPE G, E, F, G, en gros, pour arriver au moins à un niveau D d'ici 2034 et faire tous les travaux nécessaires, clairement. Donc avant de parler de DPE un peu en détail, parlons de dispositifs fiscaux. Quel dispositif tu recommandes pour investir dans l'ancien à rénover ? Et lequel tu connais le mieux en fait ? Celui que je pratique, clairement le mieux et celui que je conseille, ça s'appelle le De Normandie. Alors on l'appelle un peu le Pinel de l'ancien, clairement, parce que c'est les mêmes conditions que le Pinel, à part sur les villes, puisqu'on est sur une liste de villes qui est limitée à un peu plus de 220, 230 villes, il me semble, aujourd'hui. Et le but, c'est en fait de prendre un appartement dans l'ancien, avec quelques conditions. Ça veut dire que les travaux doivent représenter 25% de l'opération, on doit gagner quand même 20% de performance énergétique. Donc le but, c'est quand même d'amener à un DPE E ou D, justement pour sortir de l'interdiction de location. Et derrière, on peut défiscaliser comme le Pinel, ça veut dire qu'on a des taux de 12, 18, 21% en fonction de la durée de défiscalisation qui est de 6, 9 ou 12 ans. Bien sûr, comme le Pinel, le loyer est encadré, les revenus des locataires sont encadrés. En fait, c'est exactement le même dispositif, sauf que ça s'applique à l'ancien rénové plus spécifiquement. C'est clairement le dispositif que le gouvernement a mis en place pour pousser à la rénovation énergétique. Voilà, c'est clairement ce dispositif-là aujourd'hui. En tout cas, pour quand on construit pas un immeuble, clairement, quand on rénove pas un immeuble entier, quand on rénove qu'un appartement dans un immeuble, c'est ce dispositif-là qui est le meilleur.
D'accord, très bien. On va rester dans ce cadre-là. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est quand on fait cette opération, vu les contraintes réglementaires pour 2034, tu as dit au niveau du DPE, hein, du diagnostic performance énergétique. En fait, il faut en prendre conscience aujourd'hui pour que quand on se lance dans une opération, on soit peut-être même prêt ou qu'on commence à se préparer pour cette échéance. Donc, à quoi faut-il faire attention dans les rénovations pour améliorer la note du DPE? Alors le DPE c'est assez technique, donc il y a quelques postes importants qu'il faut prendre en compte, quelques points techniques qu'il faut prendre en compte, notamment le type de chauffage, ce qu'on appelle l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire le ballon d'eau chaude, la dimension du ballon d'eau chaude, etc. Tout ce qui est ventilation, comment est ventilé le bien, est-ce que c'est une VMC, est-ce que c'est de la ventilation naturelle, tout ce qui est éclairage, sur quel type d'éclairage on est, sur l'isolation, est-ce qu'on a une bonne isolation, donc quelle est la matière de l'isolant, on va dire, qui est plus intéressant, et aussi sur, alors là c'est assez piégeux, notamment, je l'ai vu sur plusieurs immeubles ou plusieurs appartements, pardon, où là c'est assez piégeux, où on dirait pas du tout une passoire et ça finit en jet, c'est la surface des murs qui donnent sur l'extérieur. Alors je m'explique pourquoi. Sur le DPE, en fait, on a une déperdition automatique dans le calcul quand on a des murs qui donnent sur l'extérieur. Donc, imaginons 2 appartements, un où il y a 2 murs ou 3 murs qui donnent sur l'extérieur. Il y en a un autre où il y a qu'un mur qui donne sur l'extérieur. Bah, probablement, celui où il y en a 2 ou 3 sera considéré comme une passoire, puisque ce sera beaucoup plus déperditif, vu que la plupart des murs donnent sur l'extérieur, contrairement à l'autre. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins déperditif quand on a un appartement au-dessus, un appartement en dessous et 2 appartements de chaque côté, on va dire. Là, on arrive sur un même bâtiment, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le même immeuble, des DPE peuvent être différents selon la localisation exacte du bâtiment, la localisation exacte de l'appartement dans l'immeuble. D'accord, donc un appartement toit terrasse sur un immeuble, il coche toutes les cases pour avoir un DPE pas très beau. Bah c'est ça, en fait c'est beaucoup plus compliqué dès qu'on a beaucoup de murs qui donnent sur l'extérieur. Là on est sur beaucoup plus compliqué, donc il va falloir faire de l'isolation, va falloir que la matière isolante soit très protège en fait et conserve la chaleur, si tu veux. C'est ça le principe du DPE, c'est-à-dire à quel point on conserve la chaleur à travers la matière. D'accord. Et donc, de combien il faut améliorer cette note pour si on veut être tranquille dans notre investissement par rapport à la nouvelle réglementation? Bah, alors il y a 2 objectifs qui sont un peu éloignés, un plus proche, l'autre plus éloigné. Donc on a donc la réglementation pour l'interdiction de location, là qui s'étale jusqu'en 2034 pour tous les diagnostics de performance énergétique qui vont aller jusqu'à E. Donc à partir de E, ça sera interdiction de location à partir de 2034. Mais on a aussi la vision européenne qui nous dit à compter de 2050, donc là on va un peu plus loin, va falloir atteindre le A ou le B. Ah oui. Donc ça, oui. Donc en fait, il y a une rénovation encore plus importante qui va venir après 2034. Alors d'ici là, évidemment, ça peut changer, mais en tout cas, l'objectif affiché aujourd'hui, puisqu'on a une harmonisation sur l'Union européenne, faut savoir qu'il y a une harmonisation, mais que la France, on est les plus sévères aujourd'hui sur les lois concernant la rénovation du parc, mais l'objectif c'est d'harmoniser à l'échelle européenne d'ici 2050 que des logements A ou B, ça veut dire qu'ils ont des performances énergétiques excellentes dans tout le parc. Ta réponse elle est intéressante, mais je pense qu'on peut la compléter. Aujourd'hui, si je me lance dans l'investissement dans l'ancien, est-ce que je vise un A par exemple? Ou est-ce que je vais viser un B ou un C? Qu'est-ce que Non, aujourd'hui, on considère un bon DPE aujourd'hui E ou D. E ou D, pourquoi? Parce que c'est améliorable encore. Le C, c'est très bien. Évidemment, le B, c'est très bien. Mais en fait, ça demande des travaux très importants pour passer du E à B, par exemple. Enfin, c'est des travaux, et c'est des travaux généralement de copropriété. C'est pas des travaux qu'on peut faire seul. En fait, c'est ça la difficulté du DPE, c'est qu'on a des travaux que nous on peut faire, effectivement. L'isolation par l'intérieur, mais il y a des travaux qui nécessitent l'accord de la copropriété. Si on est en chauffage collectif, par exemple, changer le chauffage, ça dépend de la copro.
Ça ne dépend pas de moi. Mmh. Pareil pour une isolation par l'extérieur, ça ne dépend pas de moi. Donc ça dépend de la copropriété, tout ça. Donc en fait, c'est ça la difficulté de la rénovation énergétique, c'est qu'on est dans des environnements où on n'est pas tout seul à décider, où il y a à la fois le côté individuel, qu'est-ce que je peux faire chez moi, donc il y a des choses qu'on peut faire pour atteindre une certaine note, mais on est limité par la copropriété et la décision de faire des travaux à une échelle plus importante au niveau de l'immeuble. D'accord. Bon, on sent bien que tu es un spécialiste parce que si j'ai bien compris, tu es qualifié, accrédité pour mener des diagnostics, donc tu sais de quoi tu parles. Oui, c'est ça. Je suis diagnostiqueur certifié, effectivement, du coup. Alors, si on prend l'exemple d'un appartement assez standard dans l'ancien, qui aujourd'hui a une note que vous allez estimer donc à eux par exemple, qu'est-ce que vous allez préconiser comme travaux à l'intérieur pour faire monter par exemple de 2 niveaux? Bon, là, ça va dépendre effectivement de l'appartement et du DPE. Là, c'est compliqué de répondre, mais globalement, les postes importants, ça va être l'isolation par l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va essayer. Si on voit qu'il y a une déperdition au niveau des murs, là, ça se voit sur les anciens DPE. On voit sur les anciens DPE, t'as un petit schéma, si tu veux, où tu vois où se trouvent les déperditions. Donc là, si on voit qu'il y a une déperdition au niveau des murs qui est important, là du coup on va faire une isolation, ce qu'on appelle par l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va plaquer de la laine de verre à l'intérieur, puis on va réisoler. Alors ça a de la conséquence, faut pas le nier, qui est de la perte de surface, puisque si on plaque de la laine de verre à l'intérieur, on perd du mètre carré. Alors quand on est sur des villes qui sont un peu moins chères en métrique, en prix mètre carré, l'impact n'est pas important. Par contre, sur Paris, l'impact, il commence à être important, puisque quand on perd 2 mètres carrés ou 1,5 mètre carré, ça fait 10, 15 000 euros. Donc, c'est pas des sommes négligeables, on va dire, selon les villes. Et là, le prix varie selon les villes et le prix au mètre carré. Ça peut être aussi, et là, ça a un coût très important, le double vitrage. Est-ce qu'on est en simple vitrage en fenêtre ou est-ce qu'on est en double vitrage? Donc, il faut savoir que les fenêtres, c'est un gros sujet. D'abord, est-ce qu'on est dans une zone ABF, ce qu'on appelle RBF, donc c'est Architecte des Bâtiments de France, donc c'est des zones qui sont protégées au niveau du patrimoine. Si c'est ça, il y a énormément de contraintes qui peuvent peser sur les fenêtres. Est-ce qu'on fait du bois? Est-ce que c'est du standard? Est-ce que c'est du PVC? Donc en fait, tout ça influe beaucoup sur les coûts, et une fenêtre, ça peut exploser les budgets, clairement. Parce que si on est obligé de faire des fenêtres sur mesure dans un immeuble ancien, patrimonial, etc., et qu'on est obligé de respecter du bois, etc., pour justement respecter l'aspect extérieur du bâtiment, là, les coûts peuvent augmenter assez rapidement. On va aussi améliorer au niveau du chauffage. On va améliorer, donc on va retirer les grippins, ce qu'on appelle les grippins, de manière courante, les convecteurs, voilà, les convecteurs, et on va remettre du chauffage électrique, mais beaucoup plus moderne, beaucoup plus économe, avec justement des programmateurs, qui fait qu'il y a une grosse économie d'énergie derrière. Et ça, c'est pris en compte par le DPE. D'accord. Au niveau de l'eau chaude, si par exemple on est sur des ballons électriques, il y a des solutions. J'avais cru voir des solutions thermodynamiques. Est-ce que ça c'est envisageable? Pour un investissement locatif, c'est difficile parce que le prix d'un thermodynamique est juste énorme. Moi, je trouve pas ça hyper rentable, honnêtement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des ballons électriques extra plats, justement, qui chauffent assez bien, qui consomment pas beaucoup. Et surtout, le but, c'est faut jamais oublier que dans un DPE, c'est 56 litres par personne. Faut le savoir. Ça, c'est la norme, on va dire, quand on fait un DPE. Ça veut dire qu'il faut pas prendre un ballon trop gros. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens, et ça, c'est très pénalisant, en fait, au niveau du DPE. C'est-à-dire que si on est 2, on doit prendre un ballon qui fait au maximum 110 litres. Quand on commence à prendre du 150, 200 litres, alors que c'est un appartement où on est 2, on est automatiquement pénalisé au niveau de la note. Donc déjà, on va adapter la puissance, l'économie d'énergie, la modernité des nouveaux ballons, mais aussi la taille au niveau du litrage, pour que ça soit bien adapté au nombre de personnes qui vont vivre dans le logement, pour pas affecter trop le DPE. Oui, c'est inutile de chauffer trop d'eau si on n'en a pas besoin. Ça paraît exactement. Donc ça a une conséquence. Et là, on peut gagner une lettre. Hein. C'est pas négligeable. Le fait qu'on ait la bonne taille du ballon, ça ajoute un gros plus au DPE, clairement.
D'accord. Donc si on est sur un appartement en dernier étage, est-ce qu'aussi il faut isoler le plafond, enfin les combles mais ça c'est plutôt dans la partie collective du coup les combles, là vous n'avez pas forcément moyen d'intervenir. Bah, ça dépend comment est considéré les combles, effectivement, au niveau de la copropriété. Est-ce que c'est une partie privative? Est-ce que c'est une partie commune? Mais effectivement, si c'est une partie commune, nous, on peut rien faire spécifiquement. Là, ça passe par un accord de la copropriété et puis le coût est mutualisé justement avec tous les copropriétaires. Donc voilà, mais là est la difficulté puisque si on isole les combles, par exemple, c'est pas tout le monde qui sera affecté de la même manière. Le dernier étage est beaucoup plus affecté en termes de notes DPE par rapport à un étage intermédiaire, par exemple. Du coup, est-ce que l'étage intermédiaire est d'accord pour payer pour l'étage supérieur? Enfin voilà, on rentre dans cette problématique-là de copropriété et d'argent où tout le monde n'a pas les mêmes moyens, ce qui est normal. Tout le monde n'a pas envie de payer tout, ni les moyens de payer tout de suite. Donc en fait, on rentre dans une problématique. Est-ce que j'ai envie de payer l'isolation des combles qui va pas forcément affecter mon DPE à moi? Donc voilà, et donc là on rentre dans une problématique clairement de la rénovation énergétique. C'est la joie des assemblées générales de copropriété, ça. Voilà, exactement. C'est la joie où on mélange argent, propriété, tout ce que les gens n'aiment pas partager globalement, si tu veux. D'accord. Est-ce qu'au niveau des équipements de cuisine, il y a aussi un impact vis-à-vis du DPE ou ça non? Je pensais. Non, généralement. Enfin, nous on met des plaques électriques ou alors si c'est du gaz, c'est du gaz. Hein, mais nous, il n'y a pas forcément d'impact majeur. Il n'y a pas d'impact majeur au niveau du DPE, non. Donc, si je comprends bien, c'est surtout sur l'isolation des murs et sur les ouvertures, évidemment, les fenêtres, où là, il y a vraiment... ce sont des gros postes à prévoir pour améliorer sa note DPE. C'est ça. Et le chauffage également, qui a un gros poste. Et les techniques de chauffage. Exactement. Très bien, merci beaucoup Jérémy pour toutes ces explications. Si on a le cas d'une maison individuelle, je ne sais pas si vous avez déjà eu à traiter des maisons individuelles comme ça, est-ce qu'il y a les mêmes contraintes ou est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir par rapport à une maison? Alors c'est les mêmes contraintes, sauf que, c'est la même manière de noter. En tout cas, le DPE, c'est les mêmes postes qui sont importants, etc. L'avantage d'une maison individuelle, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. C'est-à-dire que demain, le propriétaire a l'argent de faire l'isolation des combles, de changer les fenêtres, etc. Il peut le faire. C'est ça le gros avantage d'une maison individuelle aujourd'hui par rapport à une copropriété, c'est qu'on est seul décisionnaire entre guillemets, sauf avis contraire de la mairie dans certains endroits. Mais sinon, on est le seul décisionnaire et on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, puisque là, on peut atteindre des notes plus hautes, plus facilement, on va dire, dans une maison individuelle que dans un appartement collectif. Parce que là, on peut faire de l'isolation par l'extérieur, on peut faire des choses beaucoup plus importantes, isolation des combles, voilà, d'accord. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des aides de l'État, à part fiscale? On a dit le dispositif de Normandie, c'est une aide fiscale finalement pour investir dans ces logements à rénover. Est-ce qu'il y a d'autres aides possibles? Oui, il y a la fameuse MaPrimeRénov'. Je sais pas si tu connais, mais souvent c'est la plus connue. Hein, clairement, c'est l'aide, c'est le financement de la rénovation énergétique par l'État. Donc là, on n'est pas sur de la défiscalisation. C'est t'es en fonction de tes revenus, de ton foyer, de ta situation fiscale, etc. Bah, t'es plus ou moins remboursé de tes travaux de rénovation énergétique. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les travaux énergétiques, avec le coût qui a augmenté, puisque en 2 ans, le coût des travaux a pris plus 20% aujourd'hui, avec notamment les matériaux qui ont augmenté, on est loin du compte, hein. Clairement, par rapport à MaPrimeRénov', alors ça aide un petit peu, mais c'est pas ça qui aujourd'hui est un game changer, on va dire, sur une rénovation globale d'une maison ou d'un appartement. Alors tu m'as convaincu, j'ai envie d'investir dans cette solution à impact et je vais me lancer dans l'ancien avec rénovation. Quelles sont les étapes pour bien réussir? Donc je dirais qu'on suit les étapes d'un investissement immobilier classique avec plusieurs particuliers. Donc déjà bien analyser la ville, évidemment, la localisation, puisque l'immobilier ça reste
de la localisation et de la stratégie locative. Une fois qu'on a acheté le bien, en tout cas bien fait une offre, bah là, faut aller voir des entreprises travaux, donc bien sélectionner son entreprise travaux qui va nous faire un devis pour la rénovation énergétique. Et si possible, demander à des diagnostiqueurs de faire des simulations en fonction des travaux. Ça veut dire qu'on va aller voir le diagnostiqueur qui a fait le diagnostic de performance énergétique à l'acquisition, puisque c'est obligatoire qu'il y ait un DPE qui a été fait à l'acquisition, et on va lui demander, voilà, quels travaux je dois faire, même si c'est un peu expliqué dans le diagnostic de performance énergétique. D'ailleurs, faut le lire, faut l'analyser pour voir un peu les déperditions, où est-ce qu'elles se trouvent. Est-ce que c'est les murs, est-ce que c'est la toiture, est-ce que c'est les fenêtres, est-ce que c'est le système de chauffage. Tout ça, faut l'analyser, et derrière, d'essayer de faire des simulations avec le diagnostiqueur sur, voilà, qu'est-ce que je dois faire comme travaux pour atteindre quelle note. Une fois qu'on a figé ça, voir avec l'entreprise travaux et les faire chiffrer. Clairement, il faut le faire chiffrer avant. Ensuite, une fois qu'on a fait chiffrer ces travaux, bah là, on passe sur la phase un peu plus opérationnelle. Donc, évidemment, je passe sur la phase financement, acquisition, signature de l'acte authentique et négociation. Mais là, on passe sur la phase un peu plus opérationnelle qui est de la gestion de chantier. Donc ça, c'est important, hein, c'est du temps. Faut pas le sous-estimer. Puisque, enfin, moi, je déconseille de laisser une entreprise travaux juste comme ça, même si on s'y connaît pas trop. N'hésitez pas à aller sur le chantier, de poser des questions, de voir comment l'entreprise travaille. Enfin, savoir repérer un bon artisan, c'est important. Le mieux, c'est de vous faire conseiller, clairement, hein, de pas partir avec un artisan un peu au hasard, mais d'être conseillé par un proche, par un pro de l'immobilier qui a déjà fait des travaux où ça s'est plutôt bien passé. Et justement de repartir avec lui derrière, puisque franchement la rénovation énergétique, quand c'est mal fait, ou même la rénovation tout court, ça peut se transformer vite en cauchemar, hein. Honnêtement, si ça commence à partir en vrai. Voilà, tu nous livres des conseils de qualité. Donc, tu nous dis que après avoir fait l'acquisition donc du logement qui est de nos rêves, il faut recontacter donc la personne qui a fait le DPE pour l'achat, pour lui demander bon, mais dans quel cadre les travaux, quel type de travaux je pourrais faire pour obtenir une valeur de DPE cible, disons, hein. C'est ça. Et fort de ça, ensuite aller contacter des entreprises avec cette mission-là, hein, de faire tel type de travaux, dans l'espoir finalement qu'une fois terminé et qu'on refasse passer l'examen du DPE, on soit sur le bon niveau, sur le niveau attendu. Mais là, on n'a aucune garantie quand même. C'est-à-dire qu'aucune entreprise ne s'engage sur un niveau de DPE aujourd'hui. Non, alors aucune entreprise va s'engager. Une entreprise travaux ne peut pas s'engager sur un niveau de DPE, hein. Faut le savoir, ils peuvent vous dire on va faire du mieux possible, on va faire, voilà. Ce qui va être important, c'est le choix des matériaux. Et ça, il y a que le diagnostiqueur qui pourra vous dire on va atteindre telle note, puisque lui a le logiciel de simulation, hein, de DPE. Donc que ça soit le précédent diagnostiqueur qui est fait l'ancien DPE à l'acquisition, ou alors vous appelez tout simplement un nouveau diagnostiqueur qui lui va faire des simulations avec les données de l'ancien. Mais justement, il y a que lui qui pourra vous dire, voilà, si tu mets tel matériau, telle épaisseur d'isolant, si la fenêtre tu passes de simple vitrage à double vitrage, si le chauffage tu le mets comme ça avec, enfin voilà, il y a que lui qui pourra vous dire, bon bah là ça sera un D, là ça sera un E, là ça sera un A, un B, peu importe. Et là, ça sera quasi garanti, puisque en fait, lui, c'est le diagnostiqueur ne choisit pas la note, hein. Faut le savoir. Nous, en fait, on a des logiciels, on rentre des données, et après l'ordinateur il calcule et il sort la note. Donc à partir du moment où le diagnostiqueur te dit, bah avec ces données d'entrée là, j'ai cette note là, du coup, on est quasi garanti. Le seul risque qu'il y a, c'est que la loi change, que le calcul change entre temps, on va dire, dans les mois. Et que là, effectivement, bon bah là, c'est plus du ressort du diagnostiqueur, et là que la note peut changer. Mais sinon, logiquement, la note peut pas changer si le diagnostiqueur a dit, bon bah avec tel isolant, tel radiateur, telle matière, telle fenêtre, là on atteint A, par exemple. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment bien savoir. C'est pas parce qu'on dit on va isoler les murs ou on va faire du double vitrage que ça va suffire à obtenir la note cible. C'est beaucoup plus complexe que ça. Bien sûr. Effectivement, il faut vraiment s'associer avec un diagnostiqueur ou en avoir un dans son équipe pour choisir les matériaux qui permettent de tomber dans les bonnes cases de diagnostic.
D'accord, merci beaucoup Jérémy pour toutes ces informations. Alors vous, du coup, c'est pour ça que vous êtes diagnostiqueur aussi dans votre boîte. Comme ça, vous pouvez évaluer vous-même et fournir à vos clients du clé en main en, entre guillemets, garantissant un niveau de DPE cible. Tout à fait. On a passé la formation express, c'est une formation qui dure 2 mois, donc on est 2 à l'avoir passé sur les 3 cofondateurs. Tout ça parce qu'on croit beaucoup déjà à la rénovation énergétique du parc immobilier dans les prochaines années et qu'on a envie de s'impliquer aussi dedans, clairement. Et ensuite, pour pouvoir, et comme tu le dis si bien, dire à nos clients, nous, on est en capacité de vous garantir la note de sortie, puisque nous-mêmes, ayant le logiciel et maîtrisant le logiciel et tous les tenants et aboutissants d'un DPE, on peut. Alors, faut savoir qu'on n'a pas le droit, évidemment, de faire nous-mêmes les DPE pour nos projets, puisque un diagnostiqueur doit être indépendant et on ne peut pas gérer les travaux et faire le diagnostic à côté. Par contre, quand on appelle le diagnostiqueur, nous, on connaît les données d'entrée, on sait quels travaux on a fait, donc on connaît la sortie. Donc, si tu veux. Et donc, nous, on est là pour le rendez-vous en train de lui dire, voilà, c'est telle donnée d'entrée, tel isolant, voilà les travaux qu'on a fait, voilà les factures. Donc, il faut toujours justifier auprès de son diagnostiqueur des factures. Ça, c'est important parce que faut savoir que le diagnostiqueur, si on ne justifie pas, il prendra le pire cas. Et c'est là où est la difficulté. Et c'est là où les gens comprennent pas, c'est que des fois, si les gens, ils ont fait des travaux, ils n'ont pas de justification, le diagnostiqueur, il va prendre la pire des situations parce que c'est ce qu'on lui dit dans la loi, en fait, c'est ce qu'on lui impose aujourd'hui en termes s'il n'y a pas de justification, on dit, c'est le pire cas possible. Ce qui fait qu'avec une maison totalement rénovée, si on n'a aucune justification, ça ne sert à rien, de toute manière. D'accord, donc auprès de ces entrepreneurs, il faut vraiment demander des factures qui détaillent la qualité de l'isolant, par exemple, des choses comme ça, voilà. Ah oui, il faut avoir les références. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Aux entreprises travaux de demander des factures qui mettent les références dans les factures de tout ce qu'ils ont acheté. Et ça, c'est hyper important pour le diagnostic derrière. Puisqu'on en est à parler un petit peu de votre activité à vous, on peut parler de votre solution clé en main, donc à Immobilier Capital. Quels sont les avantages et inconvénients par rapport à gérer tout seul son investissement ? Qu'est-ce que vous apportez finalement ? Alors, au niveau des avantages, clairement la tranquillité d'esprit, on va dire. Donc c'est clairement, on s'occupe de tout, donc c'est vrai que notre client a pas grand chose à faire à part valider son budget avec la banque, signer les papiers, puisque nous on relie tout, on lui mâche un peu le travail, on gère tous les problèmes du chantier, on fait toute la décoration, l'installation du mobilier, la première mise en location. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, c'est le gain de temps et la tranquillité d'esprit. D'ailleurs, c'est ce qu'on met en avant et c'est pour ça que nos clients nous payent. Nos clients, clairement, c'est des gens qui n'ont soit pas le temps, soit pas les compétences d'investir dans l'immobilier, mais qui ont une volonté de le faire. Et on apporte aussi toute cette dimension de conseil, puisque le but, nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est si vous faites un premier investissement avec nous, mais que le deuxième, vous arrivez à le faire tout seul, on sera très content. On a toute cette dimension de transmettre notre passion de l'immobilier, de transmettre ce qu'on sait à nos clients pour qu'ils deviennent meilleurs clairement et qu'ils acquièrent les connaissances pour investir dans un second investissement ou dans leur résidence principale, tout en ayant les points d'intention intéressants à regarder. Qu'est-ce qu'on regarde lors d'une visite, qu'est-ce qu'on regarde quand on fait des travaux, qu'est-ce qu'on regarde quand on meuble, quand on a une stratégie d'investissement. Donc tout ça, on est très vigilant là-dessus à transmettre justement notre savoir. Et puis le désavantage, puisque évidemment il y en a, clairement c'est le coût, puisque tout service comme ça, a un coût. Donc on va prendre une partie de la valeur du rendement, clairement à notre client pour se rémunérer. Donc en fait c'est ça le principal désavantage d'une solution, c'est qu'on a une perte de rendement. Mais après, est-ce que nous, par rapport au temps qu'on a économisé, du coup, puisqu'on économise, nous on estime qu'on économise entre 200 et 300 heures justement sur toute la chaîne d'une opération immobilière. Donc c'est pas si important que ça. Mais il y a des gens justement qui sont très orientés rendement. Donc là, clairement, ça sera pas nos clients. Voilà, pour le dire clairement. Oui, surtout s'ils ont les compétences. Ouais. Voilà, exactement. Donc nos clients sont plus orientés
investissement patrimonial, voilà, sur plutôt du long terme, et quitte à perdre un peu plus de rendement, c'est pas très grave puisqu'ils économisent du temps avec leur famille, ils ont une famille, ils ont des enfants et ils n'ont pas forcément le temps de se plonger à fond sur un projet immobilier. Alors, combien ça coûte vos services? Parlons cash. Nous, on est totalement transparent, on a un barème fixe, ça commence à partir de 16 700 euros TTC pour un appartement qui va jusqu'à 200 000 euros. Alors, le prix d'acquisition, puisque nous, notre barème est basé sur juste le prix d'acquisition et pas sur le prix d'acquisition, plus les travaux, plus le mobilier, etc., avec tous les frais annexes d'un investissement immobilier. Donc, c'est pour ça que ça a un certain coût, on l'assume. Par contre, ça a des avantages au niveau de la tranquillité et du gain de temps. Oui, carrément, et de la qualité qui sera au rendez-vous, puisque derrière, on peut viser, comme tu l'as dit, un niveau de DPE cible ensemble, qui va être compatible avec les nouvelles réglementations, et donc être serein par rapport à ça. C'est ça, et toute la suivi même d'un chantier de manière classique, qui est aujourd'hui très compliqué selon la localisation, est-ce qu'on est proche, loin de chez soi. Donc juste la suivi d'un chantier, amener les bons matériaux, sélectionner les bons matériaux aussi, puisque nous on est attentif à la sélection des matériaux, puisque c'est nous qui le faisons. Bien décorer son appart, faire les livraisons des meubles, réceptionner. Enfin, voilà, il y a tout ce travail-là, évidemment, qui est fait. Oui, ça me paraît être une quantité d'heures énorme et un soulagement pour l'investisseur énorme aussi. Alors, si j'ai bien compris, ta boîte travaille quasi exclusivement avec les conseillers en gestion de patrimoine, c'est-à-dire que eux, les conseillers patrimoniaux, ils offrent des solutions diversifiées à leurs clients, autant dans les investissements financiers que dans l'immobilier, par exemple. Donc, il y a une diversification. Et donc, ils font appel à vous pour fournir à leurs clients des solutions dans ce domaine-là. Comment fonctionnez-vous ensemble avec ces conseillers ? On est vraiment une équipe, et ça a été la stratégie dès le départ d'Immobilier Capital. On s'est toujours dit qu'on voulait s'allier avec des conseillers en gestion de patrimoine. Pourquoi ? Parce que eux, déjà, ont une vision, une connaissance de leurs clients un peu plus importante que nous, et surtout pour le suivi de l'opération. Ça veut dire que nous, on est bon dans ce qu'on fait, c'est-à-dire dans trouver un projet, rénover, faire de la rénovation énergétique, etc. Mais il y a toute une suite à l'investissement immobilier qui est tout ce qui est déclaration d'impôts, suivi peut-être comptable aussi avec un de leurs partenaires. Donc en fait tout ça c'est un travail d'équipe. L'investissement immobilier c'est qu'une part du travail, on va dire, même si elle est importante. Et c'est pour ça qu'on voulait s'allier avec des CGP qui eux peuvent compléter notre travail justement tout au long de l'année. Et en plus de ça, honnêtement, il n'y a pas que l'immobilier dans la vie. Un client, comme je dis toujours, la diversification, c'est hyper important aujourd'hui en termes d'investissement. Donc que le client soit conseillé sur la partie immobilière, mais sur la partie actions, obligations, assurance vie, ça me paraît normal qu'il ait une vue globale, un conseiller global, si on veut, pour tous ces investissements-là. Mais avec un suivi dans la durée, surtout pour corriger et ajuster en fonction des événements de la vie. Ouais. D'accord. Merci beaucoup Jérémy pour toutes ces précisions. Je crois que tu as apporté beaucoup de valeur de par ton expérience à nos auditeurs. Alors, si on a des questions un peu plus précises ou si on a envie de travailler avec toi, comment peut-on te retrouver ? On peut me retrouver via LinkedIn où je suis assez actif. D'ailleurs, on s'est connus sur ce réseau. Exactement. Où là, Jérémy Banon sur LinkedIn. Voilà, je suis assez actif. Généralement, je poste tous les jours quasiment où j'essaye de donner le maximum de valeur et le maximum de conseils pour investir dans l'immobilier ou pour avoir un regard sur l'économie. Merci beaucoup Jérémy pour tout ce partage d'informations et écoute, je te dis peut-être à bientôt pour un nouvel épisode. Oui, avec plaisir et merci pour l'invitation, c'était super sympa Olivier de partager ce moment avec toi. Avec plaisir Jérémy, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels.
Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.